On va mettre la ministre et monsieur et le ministre ici. Tu vas y partir de là. Oui, bougez. Les ministres ici. On a des places réservées. Bonsoir à tous, merci d'être au Méliès ce soir pour cette séance un peu spéciale de slalom de Charlène Faguet. Et un peu spéciale, y compris pour remercier les gens qui l'ont organisé, notamment toute l'équipe de Jour de Fête. Un peu spécial parce que dès qu'on a vu le film au Congrès des exploitants de La Rochelle, à la rentrée, on s'est dit qu'on voulait absolument faire un événement dessus. Et un événement, c'était aussi reconnaître sa portée politique. Et donc assez vite, avec Étienne Olanier en particulier, on s'est dit pourquoi ne pas organiser un dialogue avec les représentants du ministère sur ces questions de violences sexuelles infligées aux enfants. Et donc on a assez vite imaginé que peut-être on pouvait en novembre organiser une rencontre avec la ministre Antoine Maracineanu, qui a dit oui très vite avec un cabinet hyper réactif. On était très 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 contents. Et puis finalement les événements ont un tout petit peu bousculé cette chronologie. On a donc différé après le confinement et évidemment la réouverture n'a pas eu lieu non plus en janvier. On a recalé une date en se disant cette fois c'est bon, allez, on refait une ouverture sur Slalom. Et évidemment, dans ce cas-là, la troisième fois, on se dit ça ne va pas marcher. Et donc, on est très très heureux de l'accueillir ce soir. D'abord, Patrice Bessac, maire de Montreuil, président de la communauté de la génération 700, Roxana Maracineanu, ministre délégué chargé des sports auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et Adrien Paquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le maire, quelques mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis assez heureux d'être là, dans ce cinéma Norif, alors que le sport est par essence le lieu du rapport au corps et que cette relation nécessite une relation d'apprentissage, une relation dans laquelle il y a de la transmission. Si on n'y prend pas garde, il y a évidemment le risque qu'elle se referme et qu'elle soit l'instrument de domination. Et à mon sens, cela veut dire faire partager aussi une culture nouvelle dans l'ensemble des clubs du pays. Et je pense aussi évidemment à nos responsabilités ici à Montreuil. Je salue Olivier Charles, le délégué au sport, dont je sais qu'il est mobilisé notamment sur le fait d'ouvrir un certain nombre de clubs et à la pratique féminine et aux interventions en matière de violence et de prévention d'un certain nombre de comportements, disons, sexistes ou de domination. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il me semble en même temps que pour faire vivre une situation plus ouverte, nous avons besoin de poser à tous les étages la question de la démocratie dans le sport, parce que il me semble que ces situations perdurent d'autant plus que la loi du silence s'impose parfois dans un certain nombre de clubs ou de fédérations, et il y a, à mon avis, un grand enjeu à ouvrir, du coup, encore plus les chemins de la démocratie dans le sport. Mon dernier mot, enfin, sera pour vous saluer, et pour saluer notamment les actions précises qui ont été mises en place. Je pense en particulier à la cellule d'écoute, ou les initiatives qui se sont déroulées. Et je souhaitais souligner l'engagement des fédérations, en particulier, et je voulais que vous regardiez ce film avec un œil et avec l'assurance que la Fédération française de ski est une fédération engagée sur le sujet fortement, au même titre que beaucoup de fédérations maintenant, parce que le mouvement sportif français, donc le Comité national olympique sportif français,
ainsi que le comité paralympique sportif français, tous ceux qui vont emmener nos délégations de sportives et sportifs aux Jeux Olympiques à Tokyo dans quelques jours, et puis qui les prépareront avec les fédérations sportives pour nos Jeux de Paris en 2024, eh bien, on fait ce choix qui n'était pas simple à faire pour des fédérations dont l'image est en jeu, dans une situation compliquée pour le monde sportif aujourd'hui qui a perdu beaucoup de licenciés, de jouer la transparence, de jouer la responsabilité aujourd'hui. Et le rôle de Fabienne, c'était de mobiliser toutes ces fédérations aujourd'hui, à se positionner avec des vrais plans d'action, de sensibilisation, d'information, de libération de la parole, de signalement sur ces thématiques qui sont tellement importantes pour nos enfants. Je suis aussi accompagnée par les candidats aujourd'hui à la présidence du CNOSF, puisque le mouvement sportif va connaître des élections. Patrice Martin, ancien champion du monde de ski nautique, qui postule à cette candidature, Emmanuel Bonnet-Moulage, qui est très engagé aussi sur le sujet. Il y a 2 autres candidats qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui, mais avec qui nous travaillons beaucoup aussi sur ces sujets, parce qu'au moment des élections fédérales, qui se sont passées il n'y a pas longtemps, qui sont aujourd'hui en cours, nous avons vraiment besoin de l'engagement des présidents des fédérations pour qu'ils engagent des vrais plans d'action véritablement sur ce sujet. Quant à nos ministères, puisque c'est un véritable travail d'équipe, et Adrien Taquet, qui est arrivé quelques mois après moi dans ce gouvernement, je suis allée le voir avec cette volonté de dire nous devons ensemble protéger nos enfants, nos jeunes de ces thématiques tellement horribles qui ont lieu dans le sport, mais qui ont aussi lieu dans la société. Et c'est un véritable travail d'équipe auquel nous avons associé le ministre de la Justice, la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, d'autres ministres de ce gouvernement qui participent à ce thème aujourd'hui de libérer la parole et de pouvoir trouver l'accompagnement le plus juste possible des victimes et l'engagement de tous les acteurs sur ce thème des violences sexuelles, mais aussi de l'emprise, puisque vous verrez qu'il va être question dans ce magnifique film de cet enjeu, de ce lien, de cette relation qui se tisse entre un sportif qui vise le haut niveau, qui est engagé dans une dynamique de performance, et un entraîneur qui suit le même objectif et qui parfois dévie pour aller vers des choses vers lesquelles il ne devrait pas aller. Un dernier mot pour la réalisatrice de ce film qui s'est engagée fortement en allant sur le terrain, voir des choses, écouter des jeunes, voir comment on vit dans un écosystème qui se prépare à la performance. Et comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, le sport de manière générale est un endroit où le corps est en jeu. Il n'y a pas beaucoup d'endroits et de moments de la société où le corps est tellement présent et l'attention qu'on y porte finalement tellement importante. Et justement, parce que c'est comme ça, eh bien, on doit encore démultiplier nos efforts pour que collectivement ce soit une vigilance collective qu'on apporte à ces enfants qui sont intégrés dans le milieu sportif et pour qui le sport est tellement essentiel pour leur santé physique et mentale, pour que ça reste une joie, un lieu d'épanouissement. Je crois que nous devons tous travailler ensemble pour que des choses comme on verra dans ce film, mais aussi d'autres cas dont on pourra vous parler tout à l'heure, n'arrivent plus. Merci Adrien de ton investissement sur le sujet, je te cède la parole. Adrien Taquet, nous sommes le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je vais d'être bref pour partager des chiffres que vous connaissez probablement, mais effectivement au-delà du sport, c'est 25 000 plaintes pour agressions sexuelles sur mineurs chaque année qui sont déposées dans notre pays. 25 000 plaintes, on ne parle que des plaintes, donc c'est là, multiplié par 5, par 10 probablement, pour vous rapprocher de la vérité. C'est un enfant qui meurt tous les 4 jours sous les coups de ses parents. Ce sont 700 000 de nos enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Voilà, la réalité dans notre pays, nous qui aimons bien nous voir comme un peuple éclairé, peuple des Lumières, la réalité des enfants de notre pays, c'est celui-ci. C'est celle-ci. Pas osé corriger. Et donc vous avez raison quand vous parlez de sujets politiques. Et c'est même en réalité, M. le maire l'a dit, un combat culturel en réalité. C'est un combat culturel. C'est systémique, oui, bien évidemment, ça a un rapport avec la question de la domination sur laquelle notre société s'est construite et qui génère effectivement un certain nombre de violences sur les femmes, sur les enfants. C'est ça le combat que nous devons mener. Il est long, il fait plein de choses, plein de gens font plein de choses, les associations évidemment, donc il faut saluer l'engagement politique qui enfin se rendent compte que le combat pour l'enfance est un combat important.
Et puis il y a le rôle du cinéma, de l'art, de la culture. C'est le deuxième point sur lequel je vais insister avant de me laisser voir ce film. Ce qui s'est passé en début d'année avec MeToo Inceste, ce qui s'est passé en début d'année, il y avait eu quelques signaux faibles. Moi, j'ai toujours été très attentif aux signaux faibles. Les signaux faibles, je trouve qu'on les sent notamment dans la production culturelle. Et depuis 2-3 ans, il y avait un certain nombre de films, de livres, qui commençaient à parler de ces sujets. Jusqu'à la garde, les chatouilles, évidemment, envers les sons, le consentement, la littérature. Bref, un certain nombre de signaux faibles qui montraient que le sujet, petit à petit, allait commencer à pouvoir sortir. Et donc, il faut se réjouir évidemment du mouvement de libération de la parole qui a eu lieu en début d'année. Il faut dire que ce n'est qu'un début, que tout le monde ne parle pas sur Twitter, que libérer la parole c'est bien, mais c'est surtout à une libération de l'écoute à laquelle nous avons assisté. Il y a encore beaucoup de gens qui doivent parler, que l'on doit écouter, que l'on doit accompagner, car il n'y a rien de pire que de susciter la libération de la parole et de ne pas l'accompagner derrière. Et puis il faut être vigilant, parce qu'en réalité, depuis Evelyne Thomas en 1986, il y a eu beaucoup de libération, de mouvements de libération de la parole. Et puis le couvercle s'est à chaque fois refermé. Et on est chacun retourné dans notre petite routine, notre petite certitude. Et donc là, je pense que nous sommes à un tournant, grâce aux victimes, avant tout, qui ont pris la parole. Et nous devons rester vigilants pour que le couvercle du silence, du déni, plus jamais ne se referme. Voilà. Donc c'est très important que, individuellement, nous soyons vigilants, collectivement nous soyons. Et des œuvres comme celle-ci y participent aussi, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Adrien Taquet. Quelque chose, c'est que les petites modifications, les petites ouvertures sur une prise de conscience plus large, j'allais dire, nous venons d'en être témoins, non pas que votre discours soit nouveau par rapport à celui que vous tenez depuis des mois, mais le dossier de presse du film de Charline Fabier se conclut par une petite pique à l'égard de la GEP, la précédente ministre des Sports, en indiquant qu'on n'admet toujours pas, en tant que ministre des Sports, qu'il y a une omerta dans les milieux du sport sur la question des violences sexuelles aux enfants. Et je pense que là, le changement de ministère, le changement d'époque, les livres et les films qui ont paru depuis ont permis aussi une nouvelle mobilisation politique sur ces questions qui sans doute étaient peut-être sous-traitées précédemment. Sur ce, vous pouvez répondre peut-être. Je ne vais pas répondre, mais rappeler qu'il y a la violence effectivement dans le sport, il y a la question de l'éducation nationale, tu parlais de l'ensemble des ministres concernés, il y a évidemment le rôle de l'éducation nationale qui est majeur pour la prévention et la sensibilisation. Il y a un certain nombre de choses qui vont être annoncées, mises en œuvre dans ce cadre-là pour repérer les violences correctrices sur les enfants, et rappeler que 80% des violences subies par les enfants, sexuelles ou autres, ont lieu dans le cercle familial. Et c'est le ministre de la Famille qui nous dit ça. Qui croit en la famille comme lieu d'épanouissement et de développement de l'enfant, mais qui peut être aussi le lieu de l'exil pour les enfants. Voilà. Donc, oui, c'est bien que les politiques, voilà, on croit tous se aussi à la force du politique, mais une fois encore, c'est aussi chacun de nous qui devons être plus vigilants aussi sur ce qui se passe et qu'on essaie de bâtir une société, non pas de la vigilance, mais d'une plus grande bienveillance pour nous. Merci. Je vous demande d'accueillir Charline Fabier, la réalisatrice. Et Muriel Rongon, qui est vraiment dans le film. Et Zoé Habita, que je n'ai pas vu arriver. Zoé Habita est cachée dans le fond de la... Bienvenue, Zoé. Charline, un petit mot de présentation du film. On va faire court parce qu'on se retrouve avec Roxana Marassini à nous ensuite pour un dialogue public avec les trois. Peut-être quelques phrases d'introduction, y compris par rapport à ce que vous avez pu entendre en arrivant avec un petit décalage. Oui, ça marche là. Oui, ça marche, mais il faut parler très fort. Il faut parler comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Non, mais je suis très très heureuse d'être surtout dans une salle de cinéma. On a attendu ça depuis très longtemps. Depuis 7 mois, je ne nomme pas non plus les choses. Voilà, c'est toujours le même problème. Il faut nommer les choses pour ensuite pouvoir passer à l'action. Et
et réparer les choses. Non, je suis très heureuse d'être là avec mon équipe, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je pense que c'est très important. Je suis ravie que ce film il soit accueilli par les cinéphiles, les critiques, il est accueilli par les festivals Cannes, mais pas que par les cinéphiles, et aussi par les ministères, par le public, par des associations comme la Ligue pour les droits de l'homme, enfin plein de choses comme ça, Colosse de Pied d'Argile, des fédérations, l'OM, enfin voilà, on a beaucoup de soutien, et ça c'est le plus beau cadeau que peut faire l'art, c'est de réunir l'artiste, la quête intime, puis ensuite aller vers l'universel et faire bouger les lignes tous ensemble. Donc je suis très émue et c'est super. Voilà. Est-ce que vous, Muriel, vous voulez dire quelque chose pour lancer la projection? L'une et l'autre. J'ai pas grand-chose à dire. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. Et surtout parce qu'on a un débat après. C'est un film qui a vraiment besoin d'être débattu ensuite. C'est très intéressant, la réaction des gens. Donc j'ai hâte d'être là avec vous et de vos questions. Bon film. Muriel, un petit mot? Oui, on peut applaudir Noé, c'est vrai. Ouais. Je souscris à ce que dit Noé, je suis très heureuse d'être là. Et j'aimerais dire aussi que ce film est fort, il est engagé, et c'est aussi du cinéma, c'est aussi, on rentre dans une histoire, c'est aussi un voyage artistique, en plus d'être un message. Voilà. Donc j'espère que vous allez vous régaler, tant que nous. On parlera des deux dimensions tout à l'heure, même si évidemment la dimension politique sera favorisée. Moi je dis un truc là aussi un peu personnel, mais c'est pour Noé du coup. C'est qu'il y a 2 jours, il y avait dans cette salle, sur la scène, Emmanuel Béard, et devant Emmanuel Béard, une autre grande star qui joue avec elle dans 8 femmes. Je sais pas c'est quand même une monde très ému qu'elle donne comme spectatrice, c'était un peu anonyme, mais vous savez vous? Oui. Isabelle Huppert, ouais. Elle est venue en cachette comme spectatrice. Et en fait, pour moi, c'est 2 monstres sacrés de l'histoire du cinéma. Et la future monstre sacré du cinéma s'appelle Noé Heptard, je tenais à vous dire maintenant, vous allez voir confirmation sur les... Bonne projection tout à l'heure. Alors, on va commencer par poser une question à chacune, que des femmes très bien, justement, c'est rare. Chacune, c'est bien. Enfin. Et puis très vite, on va vous passer la parole pour que vous puissiez réagir au film. Du coup, je vais assez logiquement, je crois, commencer par Charlène, pour que tu nous racontes un tout petit peu la genèse de ce film, question tout à fait banale, mais là, il y a quelque chose d'un peu particulier. Évidemment, c'est le rapport à l'autobiographie, tu nous raconteras ce que tu veux bien nous en raconter, mais aussi au fait que, avant ce long-métrage, tu avais fait un cours déjà avec Noé, qui était une sorte de prémisse de ce film-là. Est-ce que tu peux nous raconter doublement d'où vient ce film? Non, le court-métrage, je ne l'ai pas du tout fait avant, je l'ai fait pendant l'écriture de Slalom. D'accord. Slalom, j'ai commencé à l'écrire en 2014 à l'atelier scénario de la Fémis. Je ne savais pas du tout ce que j'allais raconter, je n'avais pas du tout cette histoire en tête. Je ne suis pas arrivée en me disant, tiens, je vais faire une histoire d'abus avec un rapport d'entraînement. Pas du tout. Je savais qu'il fallait que j'écrive un film. J'avais ce décor de la montagne là où j'ai grandi. Ensuite est venu le ski que j'ai pratiqué, parce que j'aime énormément le ski, j'aime énormément la montagne, j'aime énormément le sport, je fais encore énormément de sport, c'est hyper important dans ma vie, le sport. Donc j'avais envie de faire un film quand même avec tout ça, avec l'énergie du ski, la glisse, le vertige, la montagne. Il y avait l'héroïne, c'est vraiment le personnage en fait qui m'a conduit vers ce film. Et ce personnage, alors oui, c'est un petit peu moi, c'est pas exactement moi, mais c'est un petit peu moi, et ça faisait un moment que j'ai travaillé sur des personnages féminins, comme ça en transition, en quête identitaire, des jeunes femmes qui étaient souvent un peu en perdition, qui se cherchaient, mais pour l'instant, à travers mes courts-métrages, j'avais pas vraiment compris pourquoi, comment. Enfin, il y avait plein de thèmes, mais c'était pas très clair. Et en fait, finalement, c'est l'écriture d'une séquence un jour, qui est celle de la voiture, qui a d'un seul coup choqué tout le monde autour de moi dans l'atelier scénario de la Fémis. Alors que moi, je trouvais ça plutôt normal, je ne voyais pas du tout ce qu'il y avait de violent là-dedans. Et donc tout le monde m'a dit, mais il y a quand même, tu es en train de raconter quelque chose de très très fort. Tu parles, c'est une scène d'abus, je ne t'avoue pas du tout. Je ne sais pas du tout une scène d'abus, moi je trouvais ça plutôt presque normal, quoi, ce qui s'était passé dans cette voiture. Et puis à force de discuter avec tout le monde, j'ai commencé à prendre conscience qu'en effet, peut-être que j'étais en train de parler de quelque chose d'autre, de plus fort,
de plus complexe aussi, qui était la relation d'emprise, et donc du rapport entraîneur-entraîné, et évidemment dans ce cas-là, que c'était justement une scène d'abus. Ce que j'avais, en fait, moi, pas du tout compris, et je l'ai compris pendant le processus d'écriture du film. Et donc, pendant donc, tout ce processus-là, quand je prends conscience de ça, j'ai très peur. J'ai très peur finalement de raconter ça, et puis j'ai très peur de ne pas être à la hauteur de raconter ça, parce que c'est une grosse responsabilité de faire un film qui d'un seul coup parle de ça. Et donc ce court-métrage, je l'ai fait pour tester les choses et pour être sûr que j'étais capable de le raconter sans abîmer personne. Donc ce court-métrage, ça a été une manière de me rassurer. Évidemment, j'ai rencontré Noé, et ça a été après assez exceptionnel, et on a pu continuer cette histoire-là. Et puis, je continue juste très brièvement, après je termine, mais c'est vrai qu'en 2017, il y a eu donc MeToo. Ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais sur le projet, personne n'en voulait vraiment, ça n'intéressait personne, parce qu'on me disait « Oh, les films de sport, ça marche pas ». Je disais « Mais écoutez, c'est quand même plus un film de sport, donc ça ne marcherait pas ». Puis après, je disais « Mais c'est un film sur le renoncement ». Je me disais « Non, mais le renoncement, un film sur le renoncement, alors là, ça va encore moins marcher ». Comme ça, au moins, c'était... Renonce, oui. Voilà, comme ça, au moins, donc personne ne comprenait rien. Et puis finalement, après MeToo, les gens ont commencé à comprendre un peu ce que j'essayais de dire. Et ce que j'essayais de dire était un peu confus à ce moment-là. Parce que moi-même, j'étais en train de comprendre ce que j'avais vécu, même si ce n'est pas exactement ce que j'ai vécu, enfin, tout ça était un peu... voilà. Et donc MeToo m'a donné énormément de courage, je pense, et je me suis dit, c'est important, cette histoire-là, et ça peut faire bouger les choses. Et si je veux faire du cinéma, c'est pour faire bouger les lignes, c'est pas juste pour faire un petit truc pour moi, c'est pour le public, c'est pour la société, c'est pour le monde. Et voilà. Merci. Noé, peut-être que tu peux nous raconter, toi, comment tu es entré dans ce film avec cette espèce de double phase, du coup, le court puis le long, et éventuellement, quelles étaient tes appréhensions et tes désirs par rapport à ce personnage? Qu'est-ce qui faisait que ça te tenait à cœur de l'incarner, et éventuellement, qu'est-ce qui te faisait peur vis-à-vis du sujet, qui est quand même un sujet lourd, grave, compliqué, où là aussi, il fallait d'une certaine façon qu'une confiance réelle s'instaure avec Charlène pour que tu t'abandonnes à elle dans un rôle possible. Oui, bah, de toute façon, la confiance était déjà là, puisqu'on avait déjà travaillé ensemble sur ce court-métrage. On s'est vraiment rencontrés, comme tu l'as dit, de manière artistique et puis aussi amicale. On est devenus très très proches. On s'est rendu compte qu'on pensait pareil, qu'on avait les mêmes idées, la même vision du monde. Et donc très vite, elle m'a proposé d'incarner Lise dans Slalom. Et moi, j'ai dit oui tout de suite avant même de lire le scénario parce que j'avais envie de retravailler avec Charlène. Et puis parce que j'avais confiance en elle, je savais qui elle était déjà. Voilà. Et puis quand j'ai lu le scénario, j'ai pas du tout été choquée ou je ne sais quoi. J'étais plutôt très impressionnée et très touchée par la justesse des choses, et ça a confirmé ce que je savais déjà sur elle et sur mon envie de faire ce film. Donc j'ai pas eu d'appréhension. Évidemment, on a un peu peur. La seule appréhension que j'avais un petit peu, c'était comment les gens vont accueillir ça, comment est-ce qu'on va nous regarder, quoi. Parce que oui, à passer après MeToo, passer après, c'est pas, on avait un peu cette appréhension là. Avec quoi comme peur du coup de faire ce comment? C'est compliqué, tout ce mouvement féministe, il y a des choses qu'on cautionne, il y a des choses qui sont plus, enfin que chacun a ses idées, tu vois, mais il y a des choses que moi je cautionne moins. Et donc c'est comment ça allait être interprété, comment notre travail artistique allait être interprété, allait être repris. C'est tellement un sujet aussi politique que comment ça allait être accueilli. C'était aussi ça dont on avait un peu plus après peur, si on n'avait pas peur. Poser des questions. Ouais. Ça va. Une question pour Muriel. C'est un personnage hyper important du film et pourtant qui est aussi important quand il est absent. Comment est-ce qu'on défend ce personnage? Son absence, en fait, c'est ça. Ouais. J'ai une amie hier qui est allée voir le film et qui m'a dit mais en fait, dans la vie en général, et là en particulier, si tout le monde était à sa place, si le père était là, si la mère était là,
Et s'ils étaient autour de leur fille, peut-être que ça ne se serait pas... Enfin, il y aurait eu moins de place à ça. En fait. Si tout le monde prenait sa place, il y aurait moins de place à l'abus. Et d'ailleurs, moi j'ai essayé de défendre cette mère pour avoir moi-même des enfants qui ont été adolescents à un moment donné. Je me suis dit, si les enfants naissaient ados, il y a longtemps que l'humanité serait éteinte. En fait, si les enfants naissaient à 14 ans, il y a longtemps qu'on n'en fait plus, on en fait un. Et terminé après, c'est trop compliqué. Et donc, moi, je disais à Charlène, je dis, mais cette mère, qui est vraiment très absente, et c'est dommage, en fait, elle fait ce qu'elle peut, parce qu'elle-même, dans sa vie, c'est compliqué, il faut qu'elle s'en sorte. Et pour avoir eu des ados à la maison qui te disent, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, si tu dis non, bah, c'est l'enfer. À un moment donné, tu renonces et tu cèdes. Je pense que cette femme qui a autre chose à faire dans sa vie parce qu'elle doit se reconstruire, trouver un boulot, de l'argent, etc., elle cède à sa fille et puis elle lui dit, bah, démerde-toi. Donc j'avais plus de bienveillance vis-à-vis de cette femme et je l'ai vachement défendue auprès de Charlène en disant, mais c'est pas... Enfin, elle est à côté de la plaque, elle est pourrie, enfin, je veux dire, elle ne voit pas. Mais c'est pas intentionnel. Voilà, il n'y a pas d'intention de donner cette mort-là. C'est une vraie mort, quoi. Ce que tu m'as demandé, je sais pas, juste pour rebondir, ce personnage de maman absente, en fait, il fait partie d'un package dans le film par rapport à ce que j'ai voulu raconter. Et dans ce package, il y a le directeur de l'école, il y a Lilou, la compagne de Fred, il y a tous les adultes, en fait. Et tous les adultes, ils ne réagissent pas par rapport à ce qui se passe, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et que, justement, la société ne leur a pas donné de façon de nommer les choses, ne leur a pas donné un guide pour dire ça, on n'a pas le droit de le faire, ça, on devrait être vigilant. Et donc ils ne savent pas. C'est pour ça que je les aime quand même, ces personnages, même l'entraîneur. C'est-à-dire que l'entraîneur, il me touche moi quand même. C'est-à-dire que cet entraîneur, c'est un mec normal qui va déraper, il est frustré, il est mal, il n'aurait jamais dû le faire, et bien sûr qu'il est coupable. Mais à un moment, lui-même, on ne lui a pas donné en fait une grille de lecture claire, et c'est là où je pense qu'il y a un énorme travail, et vous êtes en train de travailler là-dessus, et c'est génial, c'est redonner en fait cette petite boîte à outils qui permet à chacun, et c'est à la société, c'est une responsabilité commune qu'on doit tous avoir, parce que c'est de tous les jours, c'est dans chaque détail, et c'est avoir les petites armes pour dire ça, on ne peut pas le faire, ça, il faut que je repars, ça, il faut que je sois le vigile de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, à la fin de certaines projections, j'ai des hommes qui sont venus me voir, j'ai fait beaucoup de projections dans les Alpes, beaucoup d'entraîneurs de ski, donc ils étaient très touchés. D'ailleurs, ça aurait pu être une femme, ce personnage. Et ça aurait pu être un petit garçon. Ce n'est pas du tout une question de genre. Mais il y a eu des hommes qui sont venus et qui m'ont dit merci aussi pour ce film, parce que je me suis reconnue dans ce personnage de Fred. J'ai eu peur d'un seul coup de ce que moi, peut-être, je pourrais le faire. Et ça m'a redonné cette petite boîte à outils que j'avais un peu oubliée. Et en fait, c'est très important. Et ce personnage de mère, il fait partie de tous ces adultes dans le film qui n'ont pas les armes. Et souvent, je fais une autre comparaison, c'est que moi, mon papa, quand il allait à l'école et qu'il faisait une erreur ou une faute, on lui mettait un coup de règle sur les doigts. On lui mettait une fessée ou on le mettait au coin. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Les enfants, justement, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Parce qu'aujourd'hui, la société a dit, on n'a plus le droit de mettre un coup de règle sur les doigts des enfants qui font une bêtise. C'est exactement la même chose. Et dans le sport, on n'a pas encore réussi à passer à cette étape. Et c'est la société entière qui doit s'emparer de ces choses-là. Bon, bref, je peux juste... un peu d'olivier. Quand j'étais petite, c'était des fessées, des culottés. À l'école, la punition, des fessées, des culottés. Bah, j'ai 68 ans. Non, mais je te jure, j'étais dans une école publique, hein, pas d'une famille. C'était des fessées, des culottés. Tu te dis, mais d'où ça sort que ce soit possible dans une école publique. Bon, bref. Mais je voulais juste dire un truc, parce que tu dis mal nommer les choses. Moi, il y a une phrase qui m'accompagne et qui m'accompagnera toute ma vie, je pense, de Camus qui dit mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Et je trouve qu'on est vraiment là-dedans, quoi. C'est un petit peu plus difficile de basculer dans la technique du ski, mais on va quand même tenter le coup avec Émilie, donc qui a servi de coach ski, et puis après on abordera la dimension plus cette dame. C'est quoi le rôle d'un coach sur un film comme celui-là? Avec qui tu as travaillé en particulier? Mais c'est pas comment tu te positionnais par rapport au scénario aussi? Du coup, moi, on va dire dans la vie professionnelle, je coordonne le centre de formation à Bourg-Saint-Maurice, le ski études, donc le BREL qui est dit. Et Charlène est arrivée à Bourg-Saint-Maurice quelques mois avant le tournage pour du repérage de sites. Et donc on s'est rencontrés. Et à ce moment-là, on a échangé, on a essayé de nous faire comprendre le sujet. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup de mots pour le comprendre.
comprendre. Justement, c'est cette alchimie et ces deux femmes qui ont vécu des choses à travers le sport, à travers la société, qui ont besoin de se faire une place et qui, c'est forcément aujourd'hui beaucoup plus complexe. Et on s'est retrouvés dans beaucoup de thèmes abordés, dans la sensibilité qu'elle avait envie de transmettre à l'écran. Et puis pour moi, dans le milieu du sport, l'aspect culturel, cinéma, ça a toujours été présent depuis ma naissance, mais juste présent. Et je me suis dit, c'est une nouvelle aventure à découvrir auprès d'eux et toute l'équipe. Donc Charlène m'a embauchée pour coacher Noé pendant 1 mois et demi avant le tournage. Elle est venue en immersion totale à la neige. La petite parisienne qui débarque avec sa valise, ses moon boots, et on va faire du sport. Parce qu'il fallait vraiment qu'elle s'imprègne de tout ce qu'impliquait la vie d'une athlète de haut niveau, de A à Z. Du lever tôt le matin, de l'entraînement au quotidien, de la récupération, de la nutrition, d'une barre de musculation, de ce froid extérieur, des odeurs aussi, du fart qu'on utilise pour farter ses skis, les postures. Il y avait énormément de travail et Noé était exceptionnel dans son implication et dans sa sensibilité pour vraiment trouver sa place dans ce rôle. Que je trouve, elle a été merveilleuse avec nous. Donc voilà, c'était le travail de coach. Et puis après, de fil en aiguille, on a travaillé sur du scénario, de la mise en scène. Tout ce que je pouvais apporter au film, c'était de la crédibilité par mon métier de sportive et vraiment de terrain, d'entraîneur. C'était pour qu'on puisse ne jamais tomber dans la caricature. Ça aurait été dramatique et vraiment risible. Et au final, on a voulu lutter contre ça. Et je pense que chacun d'entre nous dans l'équipe avait envie d'amener son petit supplément d'âme et cette petite touche qui faisait qu'on allait tous pouvoir se voir à travers un tel ou une telle, parce qu'aujourd'hui dans le film, en effet, comme vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de parti pris, et ce qui amène à vraiment cette beauté à travers ce film, c'est où on se positionne, des questionnements personnels, comme tu as dit Charlène, par rapport à la formation des coachs, des entraîneurs, des encadrants, mais aussi dans le monde professionnel. Juste se poser la question, où mettons nos limites dans nos interactions à l'autre? Jusqu'où va-t-on? À quel moment on respecte le corps de l'autre? À quel moment on respecte avec des mots, avec des paroles, avec des gestes? Se positionner. Et moi, ce qui me touche vraiment profondément à travers ce film, c'est ça. C'est la question personnelle intime qui, j'espère, va perdurer. Et ça ne sera pas juste une projection, un film. On ne va pas enterrer le sujet. On va au contraire continuer à éveiller la parole et faire bouger ces lignes en prenant conscience. Plus on en parlera, moins le sujet sera tabou. Plus les choses vont évoluer, comme tu as dit, par rapport au fait que quand c'est interdit, quand on le sait, on avance. Donc avance. On va faire une très bonne transition parce que j'avais envie de vous demander, Roxana Maracineanu, ce qui vous touche, vous, dans ce cinéma, comment il résonne en vous, et du coup, quelles leçons éventuelles vous en tirez par rapport aux problématiques qu'on a abordées dans la projection. Alors avant de vous dire quelques mots, je voulais vous dire que moi aussi j'ai vécu ce film pour la première fois. Je n'avais pas eu l'occasion de le voir, donc je suis encore sous beaucoup d'émotions. Et je voulais vraiment, qu'est-ce qui me touche dans ce film, c'est le fait qu'il existe, tout simplement. Parce que vous avez dit que les producteurs à qui vous avez proposé ce film qui parle de sport, qui parle de recherche, de performance aussi, vous ont dit que c'était peut-être quelque chose qui n'intéressait pas. Donc je suis persuadée que ça peut intéresser, mais je suis vraiment très impatiente d'avoir vos avis ici dans la salle. Pour moi, c'est vrai que c'est difficile d'en parler parce que je viens du sport, j'ai été moi-même dans cette quête de performance, j'ai été moi-même dans ce milieu en tant que sportive, avec toute l'ambiguïté des relations qu'on peut voir autour de nous, entre des sportifs, des entraîneurs, des sportifs, et tout aussi ce milieu, cette vie en vase clos que nous impose cette recherche de performance. Et puis depuis que je suis ministre des Sports, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a malheureusement et heureusement permis d'être en relation avec des personnes qui ont vécu ce genre de situation, parce que comme vous l'avez dit, ce sont des situations. Avant de les qualifier de viol, d'agression sexuelle, c'est d'abord des situations, et je trouve que ce film le rend de manière très juste, très complète, très exhaustive. Je disais à Fabienne tout à l'heure, qui avec nous aussi, mais elle de manière beaucoup plus complète, entend et reçoit les témoignages et les signalements que nous avons au ministère des Sports. Ils sont au nombre aujourd'hui de 400 signalements qui ont été reçus au ministère des Sports. Alors c'est des signalements depuis 2 ans. Nous sommes aujourd'hui mobilisés sur le sujet. Ça concerne 445 personnes. Aujourd'hui, parmi ces signalements, ça va de choses moins, j'allais dire,
moins sexuelle à plus sexuelle, mais 80% des situations, ce sont des situations de ce type, voire beaucoup plus graves. Et nous avons pris la décision de traiter tous ces cas un à un, de mener des enquêtes administratives, d'écarter rapidement les personnes qui sont en situation de contact d'enfants tout de suite, prendre des mesures avant même que la justice n'ait rendu son verdict. Et puis, quand cela est nécessaire, dans la plupart des cas, nous signalons aujourd'hui à la justice ces situations, ces faits. De ce que moi j'ai entendu, puisque nous accompagnons ces victimes aussi par la parole et nous les écoutons, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces situations, dans ce film, en fait, il y a quasiment tout. En fait, vous avez pris un petit bout de chaque situation, et c'est pour ça que c'est tellement bouleversant, parce que ça nous remet en tête voilà, les mots de ces jeunes filles qui sont aujourd'hui adultes, qui ont pâti toute leur vie, justement, de ne pas avoir pu en parler autour d'eux, de ne pas avoir pu en parler publiquement, et qui prennent ça toute leur vie, en fait. Mais aussi des hommes, parce que, comme vous l'avez dit, des petits garçons ont vécu ça aussi dans leur enfance et dans leur vie sportive. Moi, je voulais juste vous dire merci pour elle d'avoir mis sur écran ce film et permis que, comme vous l'avez dit, que la parole devienne normale sur ces sujets et qu'on en parle. Merci beaucoup. Et je pense que c'est vrai que c'est merci pour les victimes, et je pense qu'il faut aussi que ça serve aux entraîneurs et à tout le... C'est pas un film. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est merveilleux qu'enfin, donc déjà maintenant qu'on a les chiffres, on se rend compte qu'il est temps de faire quelque chose, et que c'est merveilleux d'écouter enfin les victimes, mais maintenant il serait grand temps d'établir les limites et qu'elles soient très claires, et que oui, il y a une grille de lecture et que des choses concrètes soient faites pour que ça s'arrête, quoi. C'est le travail que nous menons. Fabienne va pouvoir vous détailler. Beaucoup de choses vont pouvoir se mettre en place maintenant dans le champ de la formation des entraîneurs. Et votre film va en faire partie. C'est pour ça que je suis contente qu'il existe, parce qu'il va être vraiment un outil de formation, de sensibilisation d'abord, et puis effectivement servir pour déclencher le débat, la discussion, pour les jeunes entraîneurs qui sont en formation, pour ceux qui sont en activité, comme vous l'avez dit quand vous avez présenté ce film. Les entraîneurs se sont aussi reconnus peut-être dans le début de la relation, dans ce qu'ils ont ressenti. Il n'empêche que quand une jeune fille ou un jeune garçon vit ça, et qu'il n'en parle pas, et qu'il le traîne tout au long de sa vie, je pense que c'est lui qui va être plus affecté que la personne qui a été, j'allais dire, voilà, l'agresseur, même s'il faut mettre des guillemets peut-être dans ce film, parce qu'on n'arrive peut-être pas à une agression comme toutes les agressions qu'on connaît, mais moi j'ai assisté ici quand même à un viol. Oui. Juste avant Fabien le témoin, je relève juste 3 chiffres pour ceux qui ont été publiés au moment de la communication sur le résultat des 2 ans de témoignages sur la plateforme, y compris parce qu'ils sont peut-être étonnants pour certains d'entre eux. D'abord pour la question garçon-fille, oui, les deux sont agressés, les petits garçons comme les jeunes filles. Et côté agresseur, par contre, il y a une très forte majorité masculine, je crois que c'est 95% des gens dénoncés sur la plateforme sont des hommes. Ensuite, l'autre chiffre assez frappant par rapport au film, y compris sur l'âge que tu as choisi, les 15 ans, c'est que 63% des gens qui ont témoigné sur cette plateforme ont moins de 15 ans. Donc ça concerne vraiment des enfants. Et ensuite, le chiffre presque plus étonnant par rapport aux clichés, etc., et je dis ça parce que dans le film on évite plein de clichés, c'est que on pense peut-être que les bénévoles sont plus dangereux, qu'il faut faire très très attention aux bénévoles, et en fait les bénévoles sont 2 à 3 fois moins accusés que les professionnels de l'encadrement, notamment les éducateurs sportifs, qui sont au centre de cette enquête. Voilà, donc l'enquête elle est aussi très très précieuse pour ça, pour apprendre vraiment des choses sur le mal réel et l'origine du mal, et évidemment son extension possible. Fabienne Bourdet. Oui, j'ai envie de commencer d'abord par la réaction au film, en fait, avant même qu'on aborde des enjeux plus statistiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé et en quoi il résonne avec les problématiques qui sont les vôtres? Alors d'abord, vous dire que j'avais eu la chance de voir le film il y a maintenant plus d'1 an, puisque quand Charlène a contacté le ministère dans la perspective d'un soutien de la ministre, j'ai visionné le film et là, je suis très émue parce que je l'avais vu sur mon petit micro, voilà, et là, sur un grand écran, évidemment, ça donne autre chose, y compris parce qu'on a cette immensité de la montagne et ça renvoie à beaucoup de choses et à un vertige, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et quand j'ai vu le film pour la première fois,
j'ai dit tout y est. Tout y est, comme l'a dit Madame la Ministre, de ce qu'on traite tous les jours en matière de violence dans le sport et en particulier de violence sexuelle. Et ça a été dit, hein, sans revenir sur les statistiques, ce que je voudrais dire, c'est que là, on est dans un contexte qui est un contexte particulier, qui est le contexte de la recherche de la performance, qui s'inscrit dans une relation singulière entre un entraîneur, une jeune fille qui cherche à relever tous les défis pour accéder au plus haut niveau, mais que l'essentiel du traitement des signalements que nous faisons aujourd'hui, ça renvoie à ce que M. Taquet a dit tout à l'heure, ce sont des violences dans le cadre d'une activité classique de club, ce qui explique aussi que une grande majorité d'enfants qui sont victimes. Donc ces questions de violence, etc., elles ne sont pas liées qu'au seul sujet de l'emprise telle qu'on le voit dans le film, même si on retrouve, y compris dans des activités de loisirs, une relation particulière entre l'entraîneur et le public. Et ce que j'ai vraiment aimé beaucoup dans ce film, c'est qu'il n'est pas manichéen, voilà, et qu'il met en évidence la complexité de la relation entre les différents adultes. Vous l'avez vraiment bien dit, et ça renvoie aussi à la complexité du traitement de ces signalements, puisque chaque histoire est singulière, même si évidemment on retrouve malheureusement les process qui se ressemblent dans les différents signalements. Et puis enfin, je terminerai là-dessus, Madame la Ministre l'a dit tout à l'heure, on met en place aujourd'hui un certain nombre d'actions de prévention, mais je crois que rien ne remplacera le fait que nous ayons aujourd'hui un appui par une œuvre fictive qui va toucher un public beaucoup plus large, parce que notre campagne de communication, c'est un hashtag tous concernés. C'est pas que le sujet des présidents de fédération, c'est pas que le sujet des éducateurs sportifs, c'est le sujet aujourd'hui de tous les parents qui inscrivent leur enfant pour faire du sport et qui doivent se sentir, grâce à ce film aussi, autorisés à poser un certain nombre de questions sur ce qui se passe, non pas quand leur enfant pratique le sport, mais tout l'environnement de la pratique. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires, qu'est-ce qui se passe quand on se déplace pour aller sur une compétition ou sur un stage sportif, qu'est-ce qui se passe quand il y a un hébergement en dehors du domicile des parents, etc. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment la grande vertu de ce film, et vraiment je m'associe au remerciement de Madame la Ministre. Et Charlène a eu l'occasion de participer à une session de formation qu'on a organisée pour la direction technique nationale, et avec des extraits du film, et voilà, ça a été d'une richesse absolue dans les échanges que ça a renvoyé, notamment de la part de personnes qui ont été en situation d'entraînement. Je vais mentir sur une chose que vous venez de dire, pardon. Quand vous dites c'est la complexité du rapport, j'entends bien, et effectivement Charlène elle le montre très bien dans le film, mais la complexité du rapport elle est arrêtée par la loi. Et je me souviens de cette histoire il y a 4 ou 5 ans, où une gamine de 11 ans avait été violée par un mec de 30 ans dans la rue, et on s'était interrogé en disant oui, mais elle n'a pas dit non, en fait. Oui, ben non, tu dis pas non parce que t'es sidéré. Il n'y a pas de non. Et la loi accompagne ça. C'est-à-dire que si un entraîneur est dans une relation comme ça avec une jeune fille qui consent aussi à cette relation de séduction, la loi dit non. Toi, tu as 40 balais, à un moment donné, une gamine de 15, tu la baisses pas. Point. Et c'est la loi qui aide à ça aussi. Pardon. C'est vrai. Ah, j'ai mon syndrome de la Tourette qui revient. Ok. J'ai le syndrome de la Tourette dès que je suis un petit peu énervée, donc je vais reprendre des mots châtiés. Mais juste, c'est la loi qui aide ça. Et c'est la loi qui aide aussi à ne pas se poser la question de savoir si c'est bien ou pas. C'est-à-dire qu'un homme de 40, de 35, peu importe son âge, en face d'une enfant de 15, si la majorité sexuelle est à 15 ou à 16, parce que ça a été une hésitation à un moment donné, c'est non. Point. T'attends un peu. C'est tout. Oui, par rapport à ça, oui, c'est très important parce que, en l'occurrence, dans le cas présent, même si c'est 15 ans et qu'il y a ce débat, moins de 15 ans depuis 15 ans, la question ne se pose pas. On est dans une relation asymétrique, très clairement, puisque l'entraîneur a une relation d'autorité sur le sportif. Et donc, c'est non, en effet. Et donc, c'est 15 ans de prison, potentiellement.
Je donne deux exemples du refus du manichéisme dans le film, parce que je les aime beaucoup. D'abord, le fait d'avoir choisi comme personnage principal masculin un personnage qu'on peut présumer non récidiviste. Et pour le coup, il y a un bel entretien avec une sociologue sur le dossier de Zéro Conduite qui dit en fait, une des libertés prises par le film, c'est d'avoir choisi quelqu'un dont c'est peut-être la première fois. Et on sent bien que c'est aussi pour montrer cette fragilité-là, et ne pas être dans la logique de dénonciation d'un type qui serait une espèce de serial violeur. Et pour le coup, pour moi, ça fait partie des points d'équilibre où tout à coup, on ressent la richesse émotionnelle, l'ambiguïté, l'ambivalence, y compris chez le personnage interprété par Noé. Et le deuxième, c'est la scène de la pesée, que j'aime beaucoup, qui est une séquence où d'une certaine façon, le personnage de Lise propose de se mettre à nu, puisqu'elle dit il faut que j'enlève ça aussi, et où lui fixe une limite là, alors même qu'il n'est pas à la bonne place, puisque comme le dit là aussi Madame Afflelou dans le dossier pédagogique en question, c'est un médecin faire cet examen, c'est pas un entraîneur. Donc il n'est pas à la bonne place, et tout à coup il donne malgré tout une consigne qui, dans un premier temps, préserve du rapport à la nudité au corps de l'autre, avant de déborder 1000 fois ensuite par des gestes successifs. Tu veux nous dire un mot, ça, du refus du manichéisme, et puis ensuite on passe la parole à ça. Oui, après on va passer la parole au public, mais oui, c'était très important pour moi que ce soit pas manichéen. Et le problème, là, par exemple, dans ce cas de figure-là, il prend le rôle du médecin, c'est que c'est un tout petit club et qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un médecin attitré. C'est ça aussi le problème. C'est un petit club, là on n'est pas en fait, d'ailleurs j'ai pas placé ce film au Pôle France, où ça serait on verrait dans le film des grosses infrastructures, un passage chez un diététicien, etc. C'est justement pour montrer dans les petites structures comme ça. D'ailleurs, ce que j'ai adoré, c'est le trait d'humour avec la poudre, parce qu'elle ressemble, peut-être que ça vous a pas fait sourire, parce que vous savez pas comment on utilise cette poudre. Oui. Ce sont des protéines qu'on met dans l'eau, dans un shaker qu'on boit, et il lui donne le pot de poudre, et elle prend la poudre comme ça. Ouais. Et bon, ça dénote effectivement ce qui existe dans le sport aujourd'hui, dans des associations, dans des clubs qui font du haut niveau, pas dans un cadre, j'allais dire, encadré par l'État, par toute la filière d'accès au haut niveau. Et c'est ce type de comportement aujourd'hui, de rôles qui ne sont pas assumés comme il faudrait par les entraîneurs ou par, voilà, qui ne sont pas entourés par un staff médical. Ça existe dans tout endroit, mais dans le sport. Oui, il ne lui explique pas qu'il faut le mettre dans le rôle, il ne faut pas nous faire. Vos questions. Qui veut poser la première? Très bien, pour les postes sociaux. Et ça, c'était pour moi important de l'entendre. Oui, dans sa manière de l'isoler, il fallait en plus qu'elle en parle à personne. Et ça, j'ai trouvé important que ce soit dans le film aussi. Donc, je vous remercie pour ça. Et moi, ça met vraiment du côté de la personne qui sait ce qu'elle est. C'est pour ça, quand il est dit, il ne faut pas le dire, il faut que ça reste entre nous. Oui, il isole la personne. Il isole parce que là, il est dans le déni total. Il essaye de se sauver parce qu'il sait qu'il risque quelque chose. En effet, il est hors la loi. Ça, c'est la phrase suprême. Et il le sait. Bien fort. Merci beaucoup pour ce film. C'est vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. J'ai juste une question qui me taraude un peu. C'est qu'en fait, le fait qu'il y ait abus ou non, dans tous les cas, dans le sport à haut niveau, il y a toujours cette relation entraîneur-entraîné. Il y a toujours le fait que l'entraîneur, en fait, comment l'expliquer, pardon. En fait, il a la vie de la jeune fille entre les mains, c'est-à-dire que la jeune fille n'a plus de vie privée. Il est un peu son frère, son référent, un de ses parents. Et en fait, du coup, la question que je me pose, c'est que vous mettez en place des dispositifs pour écouter les victimes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces entraîneurs ne puissent pas passer cette limite qui est infime? Et en fait, on voit bien que dès la première séquence d'abus, la jeune fille, déjà, sa vie, elle est presque foutue. Et j'ai l'impression que ça l'impacte énormément. C'est merveilleux d'écouter les victimes et de retirer, enfin d'avoir les plaintes, mais qu'il faut il faut trouver quelque chose, des choses concrètes pour arrêter ce processus, quoi. Où est-ce qu'on place la limite? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête, pour que chacun prenne conscience de sa place, de l'âge qu'on a, et qu'il y a un moment, tu peux très bien masser son genou, sa cuisse, parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle se fait un truc, mais que tu ne vas pas aller plus loin, quoi. Donc ça, Émilie, peut-être que tu peux dire quelque chose. Peut-être la ministre, elles sont en train de travailler là-dessus, justement.
déjà la première étape que vous avez l'air de sous-estimer, qui est celle de la libération de la parole, elle est juste essentielle. Ah mais je sous-estime rien du tout, moi je fais ce film pour que ça se passe. Ça fait 2 fois que vous dites c'est libérer la parole, mais il faut aller plus loin. Je pense que déjà ça, et on ne l'a pas fait nous, c'est aussi grâce aux médias que nous l'avons fait. Et c'est aussi grâce à cette écoute, et comme a dit Adrien tout à l'heure, c'est pas finalement libérer la parole, c'est libérer l'écoute, parce qu'il y a des victimes qui ont subi ça, qui ont parlé, il y a eu même des procès qui ont été rendus publics et qui n'ont pas été entendus. Qui n'ont pas été entendus par leur propre fédération, qui n'ont pas été entendus par le ministère des Sports, par les pouvoirs publics de manière plus générale, par le grand public. Et donc c'est la première fois en fait que tout le monde se mobilise pour écouter, entendre la parole des victimes et puis agir. Déjà agir, oui bien sûr c'est super important d'accompagner les victimes pour qu'elles puissent arriver à porter plainte, pour que finalement la situation elle soit remise sur l'ouvrage en fait, et qu'on puisse travailler, comprendre les mécanismes de ce qui s'est passé. Là, dans la situation que vous avez exposée dans ce film et racontée, c'est vrai que c'est une situation complexe, ça rejoint exactement ce que vous dites, c'est-à-dire c'est une relation qui existe dans le sport, qui est cette relation d'isolement à un moment donné lorsqu'on poursuit le chemin de la performance, de cette légitimité qui est donnée à l'entraîneur, peu importe comment il entraîne, parce que c'est vrai, c'est pour ça que je voulais avoir aussi votre sentiment sur le premier rapport, qui n'était pas un rapport sexuel, qui n'était pas un rapport d'agression avec la jeune fille, mais qui était simplement d'un rapport entraîneur-entraîné. Et c'est vrai qu'en soi, c'est déjà choquant parfois de voir la relation qui s'instaure au bord de certains terrains, et on s'est rendu compte que en fait, c'était accepté, c'était légitimé, c'était popularisé, ça passait à la télé, des entraîneurs qui parlaient mal de la jeune fille qu'ils entraînaient ou du jeune homme qu'ils entraînaient, qui s'adressaient à eux pas de manière pédagogue et comme on peut s'adresser aux enfants aujourd'hui à l'école. Et finalement, parce que c'est le sport, ça ne choquait pas. Et en discutant avec les victimes d'agressions sexuelles, d'abus sexuels, notamment dans la fédération de patinage, lorsque vous avez sûrement suivi ce qui s'est passé, et de nombreux patineurs qui sont venus nous raconter leur carrière et leur ressenti de patineur, entre autres, et c'est pas la seule qui a subi ça dans le sport, mais c'est vrai que le fait d'avoir écrit un livre, d'avoir témoigné publiquement, ça a aidé, ne serait-ce que de réunir, nous, au ministère des Sports, des patineurs qui nous ont raconté leur quotidien, et ce qu'ils nous ont décrit à l'époque, c'est des relations à l'entraînement, qui étaient des relations de violence, qui étaient des relations qu'on ne doit pas avoir entre un éducateur et un sportif, et qui aujourd'hui étaient mises à jour dans ce groupe de parole. Et finalement, leur ressenti, c'était que, et celui de Sarah, c'est que finalement, elle nous a dit, pour moi, ça a dévié, ça allait plus loin. Finalement, c'était juste le continuum de la violence, pour moi, qui allait un petit peu plus loin que ces paroles et cette relation qui était déjà pas normale sur une patinoire, mais à laquelle personne ne réagissait, en fait, ni les parents, ni les bénévoles qui étaient là, ni les autres entraîneurs, qui trouvaient ça, une relation normale de recherche de performance, comme vous l'avez dit, et qui finalement est susceptible de cacher des choses beaucoup plus graves, et en tout cas pour la personne qui le vit, en fait, l'impossibilité d'en parler, parce qu'on dit si ça n'a pas choqué, alors que moi ça m'a déjà fait du mal, en fait pourquoi, si je racontais demain ce qui s'est passé la nuit dans la chambre où je dormais avec cet entraîneur, pourquoi les gens réagiraient. Donc effectivement, nous sommes en train de travailler aussi au niveau des formations des entraîneurs, déjà poser les limites dont vous avez parlé, effectivement, dans la relation simplement de pédagogie qu'on instaure pour enseigner la discipline, pour enseigner aux jeunes. Cette responsabilité qu'on a de ne pas se refermer trop sur soi, de ne pas trop s'isoler, puis de permettre à plusieurs adultes d'avoir accès à cette cellule de performance. Et ça, c'est une vraie bataille, parce que les entraîneurs et les sportifs eux-mêmes, les familles des sportifs recherchent ça, parce que c'est intégré dans notre société comme une condition pour arriver à la plus haute des performances. C'est qu'on doit faire confiance entièrement à 100% à l'entraîneur qui nous entraîne et qui sait mieux que nous. Voilà, donc ça aussi c'est des choses à déconstruire. Et puis derrière, évidemment, poser la limite de l'inacceptable, ce qui est décrié par la loi, ce qui est interdit par la loi, et leur expliquer ça aussi, parce que et ça c'est super bien raconté, c'est que en fait ça se fond, cette recherche de performance se fond avec la relation qu'il y a entre les deux, et ni l'un ni l'autre ne savent finalement qu'est-ce que la recherche de performance et qu'est-ce qui est la recherche
de l'amour, d'une proximité, d'un réalisement et d'un épanouissement personnel pour chacun des deux protagonistes du film. Je trouve que c'est très très important ce que vous avez dit, parce que c'est vrai quand on posait cette question, je me disais mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est très compliqué d'avoir une réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très compliqué parce que la situation est très complexe. Mais en tout cas, je pense que c'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire que ça commence, par exemple, à un moment, l'entraîneur il dit « t'as chié dans ton froid ou quoi ?» Et quand on commence, c'est un mot, ça moi je l'ai entendu 1000 fois personnellement, mais c'est une petite phrase qui déjà blesse. Et c'est exactement ça en fait, parce qu'on ne peut pas forcément être là toujours quand ça dérape sexuellement. Par contre, on peut être là quand on entend ce genre de phrase. Et ça, c'est le début de l'abus. Et en effet, ce truc-là, où elle se sent humiliée, déjà à ce moment-là, c'est le début du reste de l'humiliation. Et je pense qu'en effet, il est peut-être là. C'est dès ce moment-là qu'il faut agir, en fait. Et, parce que c'est vrai que sinon, on n'a pas forcément la clé, on n'est pas forcément là au bon moment, mais des petits indices comme ça déjà, on n'a pas le droit de le faire, quoi. Enfin, en plus, c'est des éducateurs. On est quand même dans l'éducation. Donc il faut remettre et peut-être que ça commence par des choses toutes simples. Mais comme ça touche au corps, c'est très complexe. Rien que la pesée, la problématique de la pesée, si tu veux en dire deux mots, Fabienne, c'est un vrai problème dans le sport. Dans beaucoup de disciplines. Alors par rapport à ce que disait monsieur, c'est vrai que la cellule qui a été mise en place au ministère des Sports, elle a été dédiée au recueil de la parole pour des faits de violence sexuelle. Dans les faits, ce que nous traitons, c'est 90% de situations qui renvoient à des faits à connotation sexuelle, je ne qualifie pas, et 10% qui sont des faits de violence psychologique, voire physique, à l'entraînement. Donc ça veut dire que par rapport à ce que vous disiez, monsieur, il y a en effet une ligne de crête qui est extrêmement ténue entre ce qui est acceptable dans le cadre de la recherche de la performance, y compris dans la sollicitation du corps, etc., et là où on bascule dans la maltraitance. Et on voit bien dans les différentes situations qu'on a abordées que très souvent, quand on a une affaire de ce type-là à traiter, eh bien, il y a deux camps. Il y a le camp des personnes qui se considèrent comme victimes, qui mettent en cause la pratique de l'entraîneur, et il y a l'autre camp qui a eu affaire au même entraîneur et qui dit c'est un excellent entraîneur, et d'ailleurs grâce à lui on a eu de très bons résultats. Voilà, et donc pour le sportif qui ose parler, finalement très souvent on va lui renvoyer que c'est parce qu'il a échoué que finalement il dénonce, mais que s'il avait réussi, finalement c'est parce qu'en effet l'entraîneur était un bon entraîneur. Donc c'est pour dire qu'on est toujours dans une espèce d'entre-deux qui est extrêmement compliqué à traiter. Pour autant, comme le disait Noé tout à l'heure, il y a quand même des choses, d'abord des choses qui se font dans l'organisation aujourd'hui du sport de haut niveau. Il y a quand même tout un travail qui est fait, notamment grâce aux staffs médicaux et paramédicaux, pour éviter justement un certain nombre de dérives. Et dans le travail que nous avons fait en termes de prévention, même si c'est vrai qu'au début, il faut être très modeste par rapport à tout ça, on a beaucoup travaillé sur des messages extrêmement simples. Oui, on peut toucher un sportif quand on est coach, mais parce que ça se justifie dans le cadre de la pratique. Donc si on fait de la gymnastique et qu'on est sur des agrès, effectivement, il va falloir faire une parade pour éviter que le sportif tombe. Pour autant, ça n'autorise pas à toucher le sportif, on le voit très très bien dans le film, quand elle fait ses haltères, quand elle fait qu'il est derrière, etc. Il n'y a aucune raison, à ce moment-là, qu'il touche la sportive. Quand elle va démarrer sa course et qu'il lui frotte les cuisses, etc., il n'y a aucune raison qu'à ce moment-là, il la touche. Et pourtant, il le fait. Et dans l'entourage du sportif, personne ne dit ça ne... Alors ça, moi j'étais skieuse. Moi, c'est vrai qu'au départ d'une course, le fait que l'entraîneur il masse les cuisses, ça fait partie du truc. Et s'il ne le fait pas, j'ai besoin d'être chauffée musculairement. Donc là, à la limite, ça me choque presque. Et je prends la route dans l'autre sens. Et là, je me dis, moi, c'est vrai qu'au départ d'une course de ski... Pourquoi c'est compliqué Surtout s'il l'a fait à toutes les autres avant, et vous vous dites pourquoi moi il ne le fait pas, parce qu'en fait ça fait partie de l'entraînement, et ça fait partie de la motivation. Puis ça me rassure avant de partir, ça me fait bien, ça me chauffe quoi. Et même la neige dans le cou, j'ai fait exprès de le filmer ça, parce que même moi je me pose la question, j'ai pas les réponses à tout. En fait j'ai fait ce film pour essayer de comprendre moi-même des choses, mais j'ai toujours pas compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Et même la neige dans le cou, moi ça me met un coup de fouet, c'est un truc presque dont j'ai besoin pour être meilleur. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que tout le monde doit se remettre en question.
les sportifs féminins, les encadrants, les formateurs des sportifs, nous, parce que ça fait partie des us et coutumes, ça fait partie des superstitions. Et le problème, c'est que après, ça peut dévier sur autre chose, en fait. Monsieur, il y a une séquence où, par exemple, la jeune fille observe son entraîneur sous la douche. Il y a quand même Stop, vous arrêtez tout de suite. Non, mais c'est très important. Vous dites à ce moment-là, elle est attirée par son entraîneur. Non, elle l'idolâtre. Non, c'est un ancien champion. Non, mais je vais rétablir en tout cas moi comment j'ai pensé les choses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, cette jeune fille qui n'a jamais vu de sexe d'homme marche dans un couloir qui est donc un couloir où tout le monde passe, et là l'entraîneur est nu dans un lieu public. Et elle est étonnée. Moi, par exemple, je vois un homme nu avec un anaconda de la taille de Jérémy Rénier, même si je n'ai pas envie de lui, je vais quand même regarder ça avec curiosité. Et pourtant, je ne suis pas en train de désirer. Alors, les hommes, je sais qu'à chaque fois qu'on regarde votre sexe, vous avez l'impression qu'on a envie de vous, mais ce n'est pas le cas. On peut être assez curieuse et étonnée de voir un anaconda de cette sorte se balader au milieu d'un vestiaire public où il y a des enfants dans les couloirs. Donc ça n'a rien. Non mais là vous vous rendez compte, et c'est pas vous. J'ai mal interprété, je suis désolé, mais les relations comme ça entre l'entraîneur et l'enfant. Mais vous dites, elle le désire. Pas du tout. Elle est étonnée, elle est curieuse, elle n'a jamais vu un sexe d'homme. Mais du coup, ma question s'adresse à Madame la Ministre. Je suis vraiment désolé, j'ai mal interprété cette séquence-là, et je suis désolé. Mais c'est un problème sociétal, c'est pas de votre faute. Tout le monde pense comme vous, je pense. C'est bien là le problème. Non, mais à partir. Je dis ça parce que ma sœur a fait les championnats du monde, elle était une grande gymnaste à haut niveau, et elle est sortie avec son entraîneur pendant des années. Et elle était mineure, et son entraîneur avait 10 ans de plus. Et du coup, pour moi, c'est pas normal. Et elle considère, il n'y a jamais eu un seul abus, jamais rien eu, et pourtant, elle considère cette relation comme saine. À partir de quand, nous, le gouvernement et les lois vont vont faire quelque chose pour, je sais pas, pour mettre des limites et pour dire que même si c'est une relation consentie des deux camps, bah, finalement, en fait, ça reste une enfant, et du coup, c'est pas normal. Exactement, c'est ce que, par rapport à la question amoureuse, moi, je voudrais dire, je comprends ce que vous voulez dire, et cette question, elle a déjà été posée plusieurs fois. C'est que Lise, elle peut très bien tomber amoureuse de son entraîneur. Et moi, quand j'ai construit mon personnage et quand j'ai joué, il y a eu un moment, Lise était amoureuse de Fred. Et c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait normal. On a 15 ans, et une jeune fille de 15 ans, son corps et son esprit est beaucoup plus développé que les garçons de son âge. Oui. C'est pas comme ça. Hein. Oui, d'accord. Et donc, cette fille, elle n'a pas de père, elle voit cet entraîneur qui est fort, qui l'a fait gagner, qui en plus est beau, elle tombe. Non, mais je veux dire, c'est normal. Non, elle peut tomber oui, amoureuse je de trouve lui. ça normal Elle aussi. peut plus tomber amoureuse d'un homme. C'est à l'homme qui doit se rappeler de dire non, que lui, il en a 40, elle en a 15, qu'il a eu sa vie, elle pas encore, et qu'il doit la respecter. S'il n'est pas capable d'avoir cette réflexion et d'avoir ça, il se réfère à la loi et on voit que dans la loi c'est impossible et que s'il fait ça, il risque la prison. Donc il peut y avoir une relation amoureuse, mais c'est à l'adulte qui peut-être peut tomber amoureuse de cette fille, mais c'est à l'adulte de remettre chacun à sa place. Quoi. Et d'attendre un peu. Et je rebondis, elle a raison. Et je rebondis par rapport à cette scène de l'anaconda dans les couloirs de la piscine. J'adore parce qu'avec Jérémy on disait ça. C'est que là où aussi il y a dysfonctionnement, c'est qu'il ne devrait pas se balader nu dans un lieu public où il y a des enfants. Voilà, il est nu dans son vestiaire. Voilà. Et ça aussi, c'est la loi qui doit le dire. C'est la même chose. Mais par rapport à elle, ce qu'elle ressent, c'est personne. Adrien Taquet, et puis on n'arrête pas très vite parce que vous allez tous passer hors la loi. Juste par rapport à tout ce qui a été évoqué, il y a effectivement la spécificité du sport, mais globalement, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites pour. Déjà, la première chose à faire, c'est de sensibiliser les enfants eux-mêmes, dès le plus jeune âge, sur ces questions. Non, ce n'est pas à l'enfant de dire non. Ça, c'est faux. C'est à l'adulte de dire non. L'enfant, à 15 ans, à 13 ans, qui est amoureuse de son coach, elle ne va pas dire non. Exactement. Non, je suis désolée. J'ai du mal avec ces grands discours comme ça, parce que je trouve que c'est à côté de la plaque. Ça fait 1 heure qu'on discute tous ensemble et qu'on essaie de... Et je trouve, excusez-moi... Non, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. L'enfant, un enfant, dès qu'il a droit à un enfant, dès qu'il a
laissez-moi terminer. Écoutez, au Canada, en Suède, c'est ce qui se fait de façon formidable. Et on ne fait pas que ça. Et un enfant dès 4-5 ans, on sait, on connaît les mots, laissez-moi terminer. Pour parler à un enfant de la question du consentement, de la question du rapport au corps, du fait qu'entre un enfant et un adulte, jamais il n'y a de petits secrets. Dans notre pays, on ne parle pas de ces sujets-là à l'école. On doit mettre en place, et on travaille avec Jean-Michel Blanquer pour que dès 5 ans et jusqu'au collège, chaque année, on parle aux enfants de tous les types de violences dont ils peuvent être victimes. Violences sexuelles, puis harcèlement scolaire, cyberharcèlement, etc. Oui, c'est important. Les enfants, et vous avez raison, il est hors de question de leur faire porter la responsabilité sur leurs frêles épaules, mais ils peuvent être, et c'est le cas en Suède, les premiers gardiens de leur propre sécurité. Ensuite, dans le volet... C'est que je commencerai par les adultes. Parce que je commence par la prévention. Et le deuxième volet de la prévention, c'est la formation des professionnels. Et notamment dans le sport, au sein de la vie, Colosse au pédarchie, que vous avez dit tout à l'heure, Sébastien, il vous dit, quand je fais mes formations auprès des athlètes, et puis quand je fais les formations auprès des encadrants des professionnels, en fait, ils se remettent en cause et ils se rendent compte, effectivement, que dans leur pratique, dans leurs usages, dans les coutumes, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et que ça, il faut effectivement... Tombons les masses. Il faut mettre des règles. Effectivement, un entraîneur ne doit pas être venu dans un endroit où il y a des enfants. Un entraîneur, excusez-moi ça, je vais pas aller sur le domaine de compétences, mais ne devrait pas être seul dans un endroit avec un enfant. Il devrait toujours y voir avec lui. Voilà. Ça, il y a de la formation des professionnels à faire, tout comme il faut qu'on forme davantage les magistrats, bref, tous les professionnels. La police, vous avez raison, la gendarmerie, etc. Ensuite, il y a la question dont on n'a pas du tout parlé. Vous dites que c'est pas un récidiviste, etc. C'est la question des antécédents judiciaires. Voilà. Parce que je suis désolé, il y a aussi un certain nombre de récidivistes. Puis il y a un truc qu'il faut comprendre, je suis désolé, je vais faire tomber l'envers, c'est, en fait, moi il y a un commandant de police un jour qui m'a dit quelque chose qui est très clair. Il m'a dit, les pédophiles sont là où sont les enfants. Une fois que vous avez compris ça, en fait, c'est assez simple. Voilà. Bon, c'est assez logique en fait, c'est assez logique. Et donc, il y a toute la question des antécédents judiciaires, où jusqu'à présent, il n'y avait rien. Et avec Roxana, on a fait un gros boulot, et on fait un gros boulot avec tous les ministères, parce qu'en réalité, tous nos ministères, on a tous une responsabilité des organismes de tutelle, et ça vaut aussi pour les mairies, les crèches, les départements, etc., pour améliorer le système de contrôle des antécédents judiciaires. On a durci la loi aussi. Jusqu'à présent, quand vous aviez des personnes qui consultaient des sites pédopornographiques, ces gens-là n'étaient pas automatiquement inscrits au fichier des agresseurs sexuels. Donc chaque année, vous aviez en fait 500 personnes, 1000 personnes qui étaient condamnées pour consultation de fichiers pédopornographiques. Et il y en avait 500 où le juge considérait qu'il n'y avait pas à les inscrire au fichier. Et donc le lendemain, ils pouvaient être embauchés dans la crèche où était votre enfant. Voilà, ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Alors, avant de je glisse aussi un mot parce que c'est important parce qu'on est quand même dans un cinéma et que du coup on a fait plus politique que esthétique. S'il y a des formations sur le film et tout ça, ce serait bien d'en profiter aussi pour qu'il y ait une réflexion autour de comment traiter ces questions par la fiction. Je dis ça y compris par rapport au débat de tout à l'heure sur elle a le droit d'être amoureuse de lui, oui, y compris parce que la dimension du conte est vachement présente dans le film. C'est une espèce de prince charmant et il y a quand même un conte qui traverse tout, qui est le petit chaperon rouge et qui est incarné progressivement, qui finit par apparaître par la figure du loup à l'intérieur du film, mais qui est déjà associé par le biais des tenues des différents sportifs avant, et qui traverse la couleur rouge, évidemment, jusqu'à ce que le chaperon s'incarne, mais la couleur rouge qui envahit le film progressivement. Donc il y a des enjeux de cinéma aussi, et la formation, elle doit être aussi une formation esthétique pour être sensible à ces questions-là. Je dis ça en ce jour de mise en place du pass culture dans l'ensemble de la France, puisque c'est une des grandes mesures qui viennent d'être annoncées par le gouvernement aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, dans le dossier pédagogique, il est super parce qu'il y a les deux volets. Absolument. Le volet esthétique et le volet pédagogique. Absolument. Merci beaucoup. Moi, je dois juste dire, c'est Patrice Martin qui est là. Oui. Ouais, c'est vraiment lui. Je suis brevet d'état de ski nautique et j'avais des posters de Patrice Martin. Bon, bah, la séquence de dédicace commence. Patrice Martin va devoir signer 2 autographes. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Et à très bientôt, Vegas.